Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. La séance a été belle avec 1,59% à la hausse. Il semble que les investisseurs préfèrent saluer l'optique américaine qui est que les choses ne devraient pas s'aggraver étant donné qu'eux-mêmes devraient adopter un profil bas plutôt que de regarder la situation telle qu'elle est d'un point de vue européen. En tout cas, ça progresse 1,59% et encore beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est que cette zone rouge là est une zone importante. C'est un support qui a son importance car c'est un support qui est mensuel, qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises. On parle des 6520, 6390. Comme vous pouvez le voir, ça a été sollicité, mais ça n'a pas été cassé, puisque, bon, encore une fois, on a clôturé à l'intérieur, et puis de toute manière, il s'agit d'un support mensuel, donc s'il fallait le casser, c'est à la fin du mois qu'on jugerait de cette cassure. Pour l'instant, ça tient. Est-ce qu'on va pouvoir rebondir et aller chercher la zone de support hebdomadaire? En fait, c'est même pas, encore une fois, là aussi, c'est important de faire ces va-et-vient. C'est toujours un support. Il n'offre pas de résistance. Cette zone grise qui a l'air comme ça dangereuse n'en est pas dangereuse pour autant, puisque je vous rappelle que je suis désolé si vous débutez, ça doit vous ennuyer un petit peu, mais c'est une zone qui a été préservée la semaine dernière et on peut tout à fait avoir en l'espace de deux séances une aspiration des cours pour clôturer à l'intérieur du support qui jusqu'à preuve du contraire n'a pas été cassé. Donc c'est pas une zone de résistance, cette zone grise. Je reviens sur les données journalières. Et donc à partir de là, la prochaine résistance me semble être la zone des 67, 65, 67, 50. C'est une petite résistance journalière ici qu'on pourrait tout à fait envisager d'aller solliciter. Alors le chandelier japonais du jour est mauvais si on tient compte du chandelier précédent. Alors, en tant que tel, c'est un beau chandelier vert avec une clôture dans le tiers haussier. Mais si on ajoute la bougie précédente, on a ce qu'on appelle une ligne de poussée. C'est-à-dire qu'on a eu une clôture à l'intérieur de la partie basse de la bougie précédente. Clairement, regardez le corps précédent, tracer une ligne médiane. Et si on arrive à passer au-dessus en séance, mais qu'on clôture néanmoins en dessous de la zone médiane, c'est une ligne de poussée et c'est pas bon. Maintenant, à relativiser en ce sens que tout ce qui se passe sur l'unité de temps journalière est moins fort a priori que ce que nous dit l'unité de temps hebdo et mensuelle. Et je l'ai dit, je le répète, on est sur un support mensuel. Donc, si c'était apparu au milieu de nulle part, j'aurais dit que c'était un signal qui est baissier. Mais là, j'ai surtout envie d'accorder de l'importance à la belle bougie verte qui se produit sur un support mensuel. À noter également au niveau des éléments Ishimoku, pas Ishimoku, pardon, au niveau des éléments techniques, beaucoup de choses à dire. La première, regardez, les éléments tels que le SAR ou le Supertrend sont toujours baissiers. Donc les traders d'indicateurs techniques n'ont pas véritablement de raison de se réjouir à ce niveau. Par contre, c'est une fois de plus les bandes de Bollinger et la M7 qui retiennent mon attention. Je vais vous expliquer pourquoi. On a eu un setup ici Tradobull, j'en ai expliqué. Il faut que je fasse le tour des choses que j'ai déjà dites, comme ça, parce que si on n'a pas d'épilogue, on ne retient rien finalement. On a eu un setup Tradobull. Je vous avais dit que lorsqu'on a ça, on a très souvent une réintégration des bandes de Bollinger. Ça a été chose faite. Néanmoins, après, il faut fixer un objectif. Alors, selon l'objectif que vous fixez, il a été atteint ou pas. Moi, je visais la M7, ça n'a pas été atteint. Et j'espère bien qu'on va aller le chercher maintenant. Alors, je n'ai pas été non plus sorti du trade. Si vous regardez mon blog, et beaucoup le font pour aller chercher les matrices de trading, vous savez que j'ai mis mon stop de protection à 6250. Pourquoi est-ce que j'ai mis mon stop de protection à 6250? Alors, si vous êtes ancien, vous le savez, parce qu'on a backtesté une stratégie par rapport à ça il y a un an, qui était que lorsque l'on a un setup Tradobull, il est plus probable, on prend l'amplitude de la bougie de Tradobull qui était ici de 2,86 et j'avais backtesté avec vous qu'on était relativement en sécurité si on mettait un stop loss donc de la hauteur du setup Tradobull en dessous, c'est-à-dire clairement à 2,86 puisque l'amplitude était 2,86, donc à moins de 2,86 on était relativement à l'aise. Et donc pour l'instant, même si pour l'instant encore une fois ça s'est pas bien passé, je suis pas non plus sorti de mon trade puisque mon stop de protection est à 6250. Alors intéressant à noter également pour vous que si jamais mon trade s'avère gagnant avec un contact sur la M7, le gain il est réduit à peau de chagrin puisque moi je suis rentré ici à un moment où le ratio gain-risque était relativement acceptable. Okay, mais là, vous voyez bien qu'avec la M7 qui descend,
Si jamais je gagne mon pari qu'on va chercher la M7, avec une entrée ici, ça sera au mieux flat, hein, avec un tout petit profit, pas plus. Hein, ben voilà. Alors ça m'amène à une autre chose, mais avant d'envisager cette autre chose, je vous propose un autre backtest qui est celui-là. On vient de réintégrer les bandes de Bollinger après un T1. T1, clôture en dessous de la Bollinger. Pas de T2, réintégration. Et vous savez très bien, et ça figure en gros et en gras dans le pacte Outrado, que normalement, on peut viser la M7. Alors, je vais vous montrer ça à travers un backtest. Alors, attention, là, j'ai enlevé tous les setups Trado Bull, c'est-à-dire qu'on a déjà backtesté les setups Trado Bull. Là, on va simplement regarder ce qui se passe quand on a une clôture en dessous, donc un T1, et qu'ensuite on réintègre. Est-ce que la réintégration amène un contact avec la M7 ou pas? Là, par exemple, c'est un succès, puisqu'on a eu un T1, on a clôturé en dessous de la Bollinger inférieure, et derrière on a réintégré et touché la M7 avant d'avoir une nouvelle baisse, mais c'est pas la question. Donc c'est un succès. Là aussi c'est un succès, vous pouvez le voir. Vous allez comprendre où je vais en revenir un petit peu plus tard. On a une clôture en dessous de la Bollinger, un T1, on a même eu un T2, mais une fois qu'on a réintégré les bandes de Bollinger, on est allé chercher la M7 avant d'aller en dessous des précédents plus bas. Encore un succès. Un T1, un T2, un T3, on a réintégré les bandes de Bollinger et ça a amené un contact avec la M7 avant d'aller chercher les précédents plus bas. Encore un succès. On continue et j'aimerais vous montrer. Là, vous voyez, j'ai pas tenu compte de ça parce que c'est un setup Trado Bull. Ok, donc j'en ai pas tenu compte. Ah, non, ici c'est pas un T1 puisqu'on a clôturé à l'intérieur. Je pensais que j'avais oublié un truc. Donc là, c'est encore un succès, encore un succès. Ah voilà, l'échec, j'aimerais le développer avec vous. Donc T1. Réintégration des bandes de Bollinger, mais avant d'aller chercher la M7, on est allé chercher un précédent plus bas. En fait, j'ai mis que c'est un échec, mais je suis pas sûr. C'est pas grave, c'est un échec quand même. Là, par contre, c'est un succès. Vous voyez, T1, réintégration des bandes de Bollinger, et puis derrière M7, M20, etc. Là, j'en ai pas tenu compte parce que c'est un setup Trado Bull, on sait que ça fonctionne bien. Là, pareil, bon, bref, vous avez compris et on va dérouler. Donc, succès, 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 échec, succès. Succès, 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 échec, succès, échec, succès, 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 échec, échec, succès, échec, succès, 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 échec, 2 succès, encore 3 succès, encore 2 succès, 2 échecs, un succès, un échec, un succès, un échec, un succès. Et ça y est, on arrive, je me suis laissé un petit peu emporter par mon élan. On arrive à 57 occurrences. Je ne sais pas comment j'ai pu faire 57 alors que je cherchais 30, mais en tout cas, ça a fonctionné dans 44 succès et 13 échecs. Autrement dit, ça a fonctionné dans 77% des cas. Autrement dit, sans tenir compte de ce qui s'est passé préalablement, est-il envisageable d'aller chercher la M7 avant d'aller plus bas que les précédents plus bas? Oui, dans 77% des cas. Ce qui m'amène à un élément important. On m'a fait remarquer, et c'est totalement légitime hein, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux, on m'a dit ouais mais attends, Trado, dans le setup Trado Bull et même dans ce que je vous propose maintenant, le ratio gain-risque il n'est pas de 1. Bah oui, par définition, puisque la M7 elle descend et que mon objectif c'est d'aller en dessous des précédents plus bas. Donc, enfin non, c'est pas par définition, mais il arrive souvent que ce soit pas le cas. Mais c'est pas grave. Alors, il faut comprendre ce qu'on dit aux débutants et ce qu'on dit aux gens qui sont un peu moins débutants. Effectivement, les gens comme moi disent généralement il faut un ratio gain-risque supérieur à 1. Oui, c'est vrai, quand on construit un trade de type discrétionnaire, où on a, quand on est débutant, une chance sur 2 d'avoir bon, il faut se dire qu'il faut gagner plus quand on a raison que quand on a tort. Donc si on a raison une fois sur 2, eh bien, on peut gagner de l'argent à long terme. Mais si vous faites un trading de type discrétionnaire, comme je fais aussi, et comme je vous enseigne la démarche, c'est pas vrai. Après, il faut regarder et comparer le nombre de fois on a raison. Je vous donne un exemple. Là, ok, on a raison sur cette 57 occurrences dans 77% des cas. 77 fois on a gagné, 23 on a perdu. Imaginons que vous ayez un ratio gain-risque de 0,5. Clairement que quand on a gagné 50 et quand on a perdu 100. Ok, ratio gain-risque de 0,5. Donc une vision d'apocalypse pour tous les traders, on va dire, formateurs qui essaye de vous transmettre les bonnes pratiques. Ben, ça fonctionne quand même, regardez. Vous avez gagné 77 fois 50, ça fait 3850. Et vous avez perdu 23 fois 100, 2300. Vous voyez bien que c'est un excellent
c'est un excellent setup, c'est une excellente stratégie. Donc oui, il faut éviter d'avoir un ratio gain-risque inférieur à 1 si vous faites du trading discrétionnaire, mais si vous avez backtesté des trucs et vous savez combien de fois vous avez des chances de gagner, eh bien, vous pouvez tout à fait avoir un ratio gain-risque de 0,1 pour 9, hein. Enfin pour 1 sur 10, le tout c'est une comparaison avec le taux de succès aussi. Donc voilà pourquoi c'est un de mes setups réguliers, hein, que je pratique à titre personnel, et en l'occurrence ici, même si le ratio gain-risque est inférieur à 1, donc plus 2 en gain, 2,86 en perte, bah ça se laisse tenter, hein. Bon, j'espère vraiment que vous avez compris ça, parce que ça, il m'a fallu des années avant de le comprendre, et vous comprenez aussi que voilà ce qu'on peut vous dire, c'est comme voilà, il y a du vrai, il y a du faux, et puis surtout ça dépend de votre niveau de pratique, hein, de l'analyse technique. Voilà, donc on va passer à l'Ishimoku pour terminer. Bon, rien à dire, c'est toujours baissier, à ceci près que nous sommes sur un support important, mensuel, hebdomadaire. Donc j'ai déjà dit et répété, hein, les unités longues l'emportent sur les unités courtes. Donc c'est pas parce que c'est baissier en Ishimoku qu'on peut envisager d'aller casser ça. Ah bah tiens, du coup j'ai oublié, donc c'est baissier. J'ai oublié, ça fait des semaines et des semaines qu'on me parle de l'épaule tête-épaule, et moi je l'élude sans le vouloir, mais c'est parce qu'inconsciemment je l'élude. Pourquoi je l'élude? Alors regardez, épaule tête-épaule, on avait ça, première épaule, épaule gauche, la tête, la deuxième épaule, et voilà. Alors est-ce que ça a fonctionné? Ben oui, quand même. Ok, puisque vous prenez la hauteur de la première épaule, vous reportez ça en dessous de la ligne de coup, et ça vous donne un objectif qui a été rallié, mais pas superbement bien rallié non plus, hein. Si vous avez été un peu strict au niveau de vos objectifs, c'est pas gagné, hein, si vous avez prévu de prendre vos bénéfices sur 6300. Et une des raisons pour lesquelles je l'évoquais pas, c'est parce que exactement pour la même raison, c'est que ça impliquait d'aller casser un support qui est mensuel. Donc ça veut dire que vous aviez des tirs de barrage ici sur la résistance, le support hebdomadaire, et des tirs de barrage sur le support mensuel. Bon courage, parce que vous, en face de vous, tous ces gens-là ont des gens comme moi en face, à savoir des gens qui achètent sur les supports. Donc c'est ce qu'on appelle des vents contraires, et c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Alors pareil, est-ce qu'on pouvait le trader quand même? Bah voilà, vous pouvez backtester, oui ça fonctionne en général, mais ça dépend aussi de ce qu'on a sous les pieds. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. On va terminer avec les données horaires. Les données horaires, bon, c'est assez difficile, et ça dépend ce que vous avez tradé, et ça dépend au moment auquel vous êtes entré. Mais clairement, hier on était ici, j'avais expliqué qu'on était sur une zone de support. Alors voilà, est-ce que vous avez réussi à gagner ou pas? Ça dépend où vous avez mis votre stop loss, mais là aussi il n'y a pas de miracle, hein. Si vous avez mis votre stop loss à 2 ATR, vous avez gagné votre trade, hein. Si vous avez mis votre stop à 1 ATR, vous n'avez pas gagné votre trade, vous êtes sorti en bas à peu près ici, hein. Donc il n'y a pas de... La seule façon d'avoir des choses qui vous rassurent à 100% entre guillemets, et ce terme est complètement galvaudé lorsque j'utilise, c'est d'utiliser un trading systématique et de dire bon, ça n'a pas marché cette fois, mais je sais que ça fonctionne généralement. Je donne un exemple. Prenons le MACD. Voilà, si vous avez vous êtes entré sur le croisement MACD de données horaires, donc vous êtes rentré ici. Là sur cette bougie avec un stop de protection à moins 2,55 et un objectif à 2,55, vous avez des chances de réussir par exemple. Mais là c'est si vous avez entré le trade uniquement sur la base de l'ATR, eh bien il faut voir où vous êtes entré, hein. Si vous êtes entré ici par exemple avec un stop de protection à 3 ATR ou 2 ATR, à mon avis c'est à peu près possible. Si c'est un ATR, il n'y a aucune chance pour que vous soyez passé en trade gagnant. Mais là encore une fois, je suis désolé, tirez les conclusions que vous voulez par rapport au fait d'être discrétionnaire ou systématique, mais voilà, la bourse c'est le temple des regrets, hein, le trading aussi. Voilà, c'en est terminé pour moi. Je vous invite à regarder, si vous le voulez, l'analyse technique de l'or, toujours utile en ces temps de chaos. Et également, merci pour tous vos messages, merci pour votre fidélité, merci pour votre présence. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.